podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un coureur d'ultra-trail qui est un investisseur immobilier, qui est entrepreneur, conférencier, formateur aussi. Il a fait plusieurs podcasts, mais c'est son premier de course à pied. Denis Gaïko, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Ben, merci beaucoup, JF. C'est super apprécié. Et puis, effectivement, il faut une première atout. Puis, je suis vraiment content de faire ma première fois, JF, sur ton podcast. Hey, merci beaucoup. Premièrement, je veux te féliciter pour ton film du Bromont Ultra 160 km 2025. Là, c'est vraiment super bien réalisé. Ben, écoute, c'est comme je te le disais un petit peu avant, j'essaye. C'est très difficile des fois d'avoir des souvenirs quand on part en vacances, etc. On prend des photos, des vidéos de tout ce qu'on a. Mais quand on est en ultra trail, on garde beaucoup de souvenirs, je dirais, un petit peu dans son cœur. Mais des fois, ça s'estompe au fil des années ou au fil des mois. Puis, ben, c'est ça. Moi, je me disais, je vais essayer de chaque grandes étapes, gros milestone que tu as dans ta saison de trail, ben, de garder des souvenirs qui te rappellent, je dirais, des étapes de ta vie ou des difficultés que tu as eues et que tu les as surmontées. Ben, je pense que c'est un bon legacy pour les gens qui sont autour de toi et puis pour ta famille et tout ça. Donc, Ouais, puis of course, là, félicitations pour avoir terminé le ah, Bromont vole pas Ultra le punch, on sait 160. pas. Non, bon, Cool. d'accord, je l'ai fini. Mais l'important, c'est pas le résultat, c'est le parcours. Ah ouais, c'est clair. Vraiment. Écoute, moi, je suis curieux de savoir, Denis, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Je te dirais que le sport, mes parents, je pense qu'ils sont aussi hyperactifs que moi. Puis, euh, peut-être dis-toi, mes parents, je pense que mon père a 80 ans, ma mère 75, 76. Ils viennent de faire un trek de 6 jours dans les Alpes. Wow. Donc, ma mère, elle fait, je pense, du yoga, de la peinture, du vélo, du golf, et puis genre un paquet d'autres choses, là. Donc, je te dirais que de façon très, très jeune, ben, tu sais, on faisait du handball, du soccer, on faisait tous les sports qui existaient le week-end. On faisait des balades en vélo de 3, 4 heures, 5 heures quand on avait 5, 6 ans, 7 ans, etc. Puis, euh, après, ben, donc, je te dirais, ça c'est la base, le noyau, là, les habitudes sportives qui étaient familiales. Puis OK. après, ben, je te dirais, j'ai un petit peu suivi ça en faisant beaucoup de volleyball. Là, on le voit pas sur la caméra. Les gens, ils me posent beaucoup de questions, mais quand ils me voient en vrai, je fais 6 pieds 4. Donc, donc c'est ça. Mais puis après, par la suite, je te dirais que quand je suis arrivé au Canada en 2013, j'ai laissé vraiment de côté le sport pour me concentrer sur ma carrière, sur un paquet d'affaires, puis sur des entreprises en tant qu'entrepreneuriat. Et j'ai senti un peu le manque. Là, je sais pas, je me suis lancé un objectif en me disant je vais faire mon premier marathon, puis c'était Beneva à Montréal. Et c'est ça, je m'étais inscrit à ça, je sais pas à quoi, qu'est-ce que ça allait donner. Puis finalement, je l'ai fini, je pense, en 4h40 degrés, 4h40, il faisait une chaleur accablante, c'était fou. Mais je pense que ça a été le démarrage un petit peu de quelques petits trucs. Mais tout ça pour, tu sais, tu me posais la question en me disant exactement d'où c'est venu, mais je te dirais, c'est vraiment un ensemble familial, là. C'est ça qui a démarré, qui a allumé la mèche, puis après, j'ai continué ça, on va dire, c'est comme ça. OK, OK, super. Puis, il y a un truc que je veux parler avec toi que je trouve fort intéressant, c'est que je remarque qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du sport, puis c'est souvent des entrepreneurs à succès. Puis, je suis curieux de savoir, moi, c'est quoi ta perspective de ça? Je te dirais que être entrepreneur, ça prend une très, très grande résilience, ça prend un grand mindset. Des fois, c'est très, très difficile. On va dire, on va pas se mentir. Tu sais, je donne un exemple en immobilier en rigolant, mais dans l'immobilier,
le lundi, tu arrives au bureau, tout va bien. À 13 heures, tu fais faillite parce que ça n'a pas marché. Il y a un truc qui n'a pas marché. À 17 heures, tu arrives à résoudre le problème. Finalement, tu remontes la boîte. Le mardi matin, tu as toute l'équipe qui part. Le mardi soir, il y a la ville qui te bloque un projet. Le mercredi matin, tu as un nouveau deal qui est exceptionnel où tu vas devenir milliardaire. Puis, tu sais, c'est ça, genre toute la semaine, et puis ça reboucle. Et l'Ultra Trail, c'est la même affaire. Tu pars, Mhm. tout va bien, tu te tords la cheville, t'es comme ouh là là, pas terrible. Puis là, tu commences à avoir des problèmes gastriques. Puis là, finalement, ça va mieux. Puis après, c'est mental, t'es fatigué. Donc, tu sais, je te dirais que cette résilience, puis cette résolution de problèmes sous stéroïdes, en fait, c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, ça résout des problèmes toute la journée, là. Toute la Tellement. journée. T'as juste besoin de voir ce que fait Elon Musk, là, mais imaginons la définition de l'entrepreneuriat, là. Il fait juste résoudre des problèmes. Tu sais, il n'y a jamais personne qui vient te voir en te disant, hey, j'ai une bonne nouvelle, tout va bien. Non, non. Mhm. Quand tout va bien, il te parle pas, ou alors ça va pas jusqu'à toi. Ah ouais, ouais. Et je dirais que le trail ou l'ultra trail, c'est sensiblement ça. C'est juste gérer des problèmes. Tu sais, c'est comme, quand tout va bien, ben là, ça va bien, là, et puis tant mieux, let's go, etc. Mais c'est juste ta capacité à gérer des challenges, des problèmes musculaires, des problèmes de digestion, de mindset, d'hydratation, de tout, en fait. Mhm. Ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense que ça me semble être deux vases communicants parce que, tu sais, le sport, moi, personnellement, depuis que je fais de la course à pied, je suis beaucoup, beaucoup plus groundé au quotidien. Puis, bon, je pense que mes émotions sont peut-être plus régulées, disons ça comme ça, tu sais. Puis, c'est. En tout cas, puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les vases communicants? Ça a l'air d'être assez. Ben, c'est sûr que, comme je dis, l'un bénéficie l'autre, là. C'est que Ouais, ouais, ouais. ce que j'apprends, tu sais, par exemple, en 2024, j'avais fait Arikana 125. Puis, mon coach, il m'avait dit une chose, Denis, rien n'est permanent. Donc, c'est sûr, à moins que tu te brises une jambe, tu sais ce que je veux dire, une fracture ou quoi que ce soit, mais sinon, quand il t'arrive quelque chose, rien n'est permanent. Puis, Ouais. tu sais, tu peux avoir, par exemple, des crampes, mais après 2 heures ou 3 heures, ben, tout va bien. Puis, ça disparaît. Et au final, ben, ça, c'est un concept que j'applique aussi beaucoup dans la vie. Dans la vie, rien n'est permanent. C'est des fois, tu vas avoir des parties qui vont être un petit peu difficiles. Euh, Mais tu sais, il faut les affronter. Tu sais, je prends un exemple souvent, euh, je pars un peu dans tous les sens, hein, tu m'en voudras pas, mais tu sais, l'exemple visuel, c'est la différence entre des antilopes et un bison. OK? Une antilope, donc quand tu as une grande tempête, les antilopes, elles courent pour échapper de la tempête. OK? Donc elles courent très, 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 très vite pour échapper à la tempête, mais au final, elles restent dans la tempête très longtemps parce que la tempête, elle est derrière, puis tu sais, comme ils essayent juste de fuir, 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 fuir. Alors qu'un bison, ce qu'il fait, c'est il se tourne, il se met face à la tempête, il s'ancre dans le sol, puis il prend la tempête en pleine face, puis ça dure 1 minute. Parce qu'une fois que la tempête, elle est passée, ben là, il part. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les antilopes, elles sont là pendant 1 heure dans la tempête. Donc, des fois, c'est plus important de faire face à la tempête, puis que ça dans l'entrepreneuriat ou dans le trail. Puis je te dirais que quand tu fais des sorties de 7, 8, 9 heures, 10 heures, là, tu penses très souvent à pourquoi tu fais ça et puis tu penses aussi à pourquoi tu fais ça en entrepreneuriat. Donc tu penses à beaucoup de choses. Ça te permet de méditer un petit peu. Ah ouais, ouais, c'est clair ça. Puis comment c'est devenu pour toi comment ça s'est passé la transition de la route à la course en sentier? Je te dirais que ça n'a pas été une transition qui est très linéaire. C'est-à-dire que j'ai fait de la route, j'ai fait des marathons peut-être de 2015 à 2018, disons. OK, donc j'ai fait 2015, 2016, 2017, 2018 à peu près là. Puis j'ai toujours fait le même marathon, le marathon de Montréal. Pour moi, c'est convenient. C'est mon petit objectif. Je m'entraînais 2, 3 mois avant, puis c'était correct. Puis je cherchais pas à faire un temps exceptionnel. Pour moi, c'était juste. Puis après, il y a eu une pause, je te dirais, de bons 3 ans ou 4 ans, où j'étais vraiment, je te dirais, workaholic, là, tu sais, genre comme je travaillais vraiment beaucoup, je voyageais énormément, puis pour moi, j'avais pas le temps, puis j'avais pas beaucoup d'intérêt, etc. Donc je te dirais vraiment, vraiment, vraiment slacké le sport. Puis je pense que comme tout le monde, la COVID, ça remet les priorités un petit peu aux bonnes places, ben, pour certains. Puis quand tu restes enfermé, ben, tu as envie d'un moment d'être dehors. Puis Ouais. c'est là où
Je te dirais, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, hey, ça paraît exceptionnel. Tu sais, tu cours, tu marches, tu sais, la communauté trail est, tu sais, comparée peut-être à la communauté Ironman où genre, tu sais, tu fais de la nage, puis tu te prends des coups de pied, des coups de main, etc. Tu es sur ton vélo, tu parles à personne, tu fais juste racer, puis tu cours, tu fais juste racer pareil. Alors que le trail, tu sais, sur 30 heures, là, que t'aides quelqu'un pendant 5 minutes ou pas, ça change rien. Tu sais, ça change rien, 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 rien du tout à ton temps. Donc, je trouve que la communauté de trail est beaucoup plus portée sur l'objectif personnel que l'objectif, ben, en fait, l'objectif collectif que l'objectif personnel. Mhm. Tout le monde veut que la personne à qui il race, il finisse la course. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, ouais, ouais. il y a vraiment cette volonté-là. Donc, c'est un petit peu ça. Et puis, je- donc, il y a vraiment une pause, je te dirais, entre la route et la trail. Puis, en commençant à m'entraîner en trail, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne la route aussi. Parce que tu peux pas faire 15 heures de sortie dans le bois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, pour t'entraîner bien comme il faut aussi que tu aies un assez gros volume de route. Ouais, puis de varier un peu les entraînements. Exactement, exactement, Ouais, c'est ouais. ça. OK, OK, super. Puis moi, je suis curieux de savoir quand tu as repris le sport, est-ce que tu sens que tu es devenu un meilleur entrepreneur, plus groundé ou... Je dirais que j'ai senti que j'avais beaucoup plus d'énergie. C'est peut-être contradictoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ouais, mais attends, là, man, je suis déjà tellement brûlé par le travail, par les enfants, les obligations, la famille, etc. Si je rajoute le sport, ça va être encore pire. Ben, en fait, je me suis rendu compte de l'inverse. C'est que Mhm. quand je faisais du sport le matin, parce que moi, je me lève assez tôt, 4h30, 5h du matin, je faisais mon sport, puis c'est comme si je- j'avais de l'argent en banque au lieu de dépenser de l'argent que tu n'as pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben ouais, ouais, clairement. Tu commences ta journée par un win. Tu te lèves, tu vas, whatever, boire un verre d'eau, etc. Tu vas faire de l'exercice. Là, c'est comme si tu avais déjà, OK, si le midi, là, je vais manger au restaurant et puis c'est pas super santé, au moins je dépense de l'argent que j'ai. Alors que quand tu fais tout ça, puis qu'à la fin de la journée, tu te dis, ah, j'ai une dette de 2 heures de course, là, déjà, tout de suite, t'es moins willing. On va dire c'est comme ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis Donc, je te dirais que, ça fait tellement de sens parce que tu t'occupes de toi en priorité au début de la journée, puis après ça, tu as été plus disponible pour le reste. exact, exact. Et puis, moi, c'est vraiment, donc, est-ce que ça m'a fait devenir un meilleur entrepreneur? Je te dirais que ça me donnait plus d'énergie. Plus d'énergie me permettait de faire plus de choses. Puis, puis c'est un petit peu en parallèle aussi que j'ai eu ma fille. Donc, dans le fond, j'ai eu c'est ma petite fille. Puis, du coup, les priorités, elles changent un petit peu, je dirais. Le, on manque jamais de temps, là. Il y a beaucoup de personnes qui disent, hey, moi, la truc le plus difficile, c'est qu'il me manque de temps. Comment on fait pour gagner du temps? Comment on fait tout ça? Mais la réalité, c'est que tu manques jamais de temps. Ça n'a jamais, en fait, la vie là, ou toutes les activités que tu fais dans une journée, ça n'a jamais été une question de temps. C'est une question de priorité. Si je te Mhm. dis, et c'est juste que, est-ce que tu mets le sport comme une priorité? Est-ce que tu mets autre chose comme priorité? Est-ce que tu mets les réseaux sociaux comme une priorité ou quoi que ce soit? Mais si je te dis demain matin, je kidnappe tes enfants, sinon, si tu vas pas à la salle de sport le matin, ben c'est sûr que tu vas y aller. Parce que c'est devenu une priorité. Tu veux récupérer tes enfants. Tout ce que je veux dire, que c'est toujours une question de priorité. En fait, il faut juste que si ça devient une priorité pour toi, tu vas te donner les moyens pour y réussir. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ah, super. Puis là, j'imagine aussi peut-être le fait d'avoir un enfant, ça a bousculé tes priorités de vie. Je te dirais oui, mais moi, je suis pas quelqu'un qui croit dans la balance. Tu sais, il y a beaucoup de qui disent, Ouais, 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 ah ouais. oui, la balance, tu sais, faut être là un petit peu partout, tu sais, comme un petit peu avec tu sais. Moi, je suis all in, all out. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis avec ma famille, par exemple, là, je pars dimanche, 4 jours, 5 jours, ça se peut que je prenne même pas mon téléphone. Puis là, je suis juste avec la famille. Quand je suis dans une période intense de trail, ben, ça se peut que je m'entraîne 25 heures à 30 heures par semaine.
Mhm. Puis là, je suis peut-être au bureau à travailler peut-être 10 heures semaine, tu vois. Donc puis quand je suis vraiment en période de crunch au travail, ben ça se peut que je travaille 80 heures, 90 heures. Donc, c'est juste que pour moi, j'ai un temps de focus. Puis quand je focus sur le trail, je fais juste du trail. Quand je fais, ben, juste, disons Ouais, 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 ouais. 80%, je fais juste du trail. Donc, je crois pas trop, je te dirais, à la balance où tu fais à peu près tout de façon moyenne. Je Ouais, ouais, préfère ouais, être ouais. très intense dans quelque chose et, euh, et comme ça, au moins, les personnes, tu vois, je te donne un exemple. La personne qui est au travail ou en trail, puis qui répond au téléphone quand on l'appelle, tu sais, ça marche pas. Tu es en trail, tu sais, on t'appelle pour te parler du travail ou pour te parler ou de ta femme ou quoi que ce soit. Tu sais. Non, c'est ton moment à toi où tu te ressens, où tu retravailles sur, je sais pas, des descentes, des montées, il faut que tu te concentres sur un paquet d'affaires. Mais de la même façon que quand tu es avec la famille, si tu réponds au téléphone, ben, au final, t'es pas là pour tout non plus. Là. T'es pas Mhm. là. Si tu réponds à des téléphones de job, tu regardes des trucs de trail quand avec ta famille, ben, au final, ben, t'es pas vraiment avec ta famille. Donc, c'est un petit peu ma vision. Je dis pas que c'est la bonne. Ouais, Je ouais, dis ouais, juste que ouais. c'est ma vision. OK, OK. Ah, c'est intéressant. Puis, comment t'es passé de ingénieur à entrepreneur? Je suis curieux d'en savoir plus là-dessus. Ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est à cause de vous. C'est le Québec. C'est c'est vrai. Parce que en France, on t'apprend, comme je le disais à l'intro, là, c'est pas un accent de Gaspésie. C'est en France, on t'apprend à être un bon employé. Et c'est beaucoup la bureaucratie. La bureaucratie, c'est quoi? C'est-à-dire, ah bah ça fait 2 ans que tu es dans ta job, bah tiens, tu peux devenir manager. Mais tu sais, ça se trouve, t'es pourri en management, tu vois ce que je veux dire, mais juste parce que ça fait longtemps que tu es dans la boîte, mais on te fait grandir et on te fait monter les échelons. Mais ça veut rien dire, c'est stupide. Donc j'avais fait un diplôme d'ingénieur, puis je pense que le diplôme d'ingénieur, ça t'apprend à encaisser une charge de travail conséquente. Tu sais, des fois, tu vas étudier beaucoup, 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 et puis on va t'apprendre à être résilient dans le travail. Donc ça, je vais appeler ça des soft skills. C'est pas des compétences spécifiques, c'est vraiment des compétences générales qui vont te servir pour sur un paquet d'affaires. Puis, 1 an, 2 ans après mon école d'ingénieur, donc j'ai gradué, j'ai travaillé pour quelqu'un. Puis ben, au final, je me disais avec ma femme, ben, ma future femme, parce qu'elle est française aussi, je disais, ben, on n'a rien à perdre. Tu sais, on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas d'enfant, on n'a pas. C'est pas comme si ça fait 25 ans que je suis dans le même job, puis que c'est difficile de la quitter parce que j'ai un fonds de pension et toute la patente. On n'a rien à perdre. Donc autant essayer ben, d'aller quelque part et puis d'essayer autre chose. Moi, j'avais déjà été aux États-Unis pendant à peu près 3 mois, puis j'aimais beaucoup la mentalité nord-américaine. Puis la mentalité nord-américaine, c'est beaucoup basé sur la méritocratie. Donc, la méritocratie, c'est-à-dire que si tu travailles fort et que tu t'impliques, etc., ben, tu vas grandir les échelons beaucoup plus que d'autres personnes. Ça, c'est pas une question d'ancienneté. Ouais, ouais. Puis, donc ça, je m'étais relié à ça. Puis quand je suis arrivé au Québec, ben, je regarde, puis je suis comme, c'est quoi cette affaire? Genre, tu peux créer une entreprise en 3 heures sur Internet. Tu peux aller chercher une marge de crédit avec Desjardins pour une nouvelle entreprise de 100 000 $. Alors qu'en France, ça prend 9 mois à créer une société, puis ça, tu sais, le maximum de ta marge de crédit, c'est 2 000 $, 3 000 $ que tu vas avoir au début, la première année. Donc, je me disais, mais attends, c'est quoi ça fait? Genre, ça aide tellement là, à tenter des choses, à investir, à faire des trucs, etc. Puis, en gros, je te dirais que j'ai été employé pendant 3 semaines, puis après, j'ai créé mes boîtes. Ah, ouais, hein, crime, c'est Ok, cool ça. donc genre, je me disais, écoute, il y a trop d'opportunités d'essayer des choses. Et puis, je pense que plutôt que de prendre une formation à HEC pendant 5 ans pour devenir entrepreneur, ben, essaye-toi avec, mets 10 000 de côté, essaye-toi de faire un e-commerce, puis tu apprendras le marketing, la vente et tout ça un petit peu, euh, un petit peu tout seul. Et ça prendra moins de temps. OK, hey, c'est cool ça. Puis, Donc, il y a un truc qu'on a pas mal en commun, c'est le développement personnel. Puis moi, je suis curieux de savoir, c'est qui, mettons, les personnalités peut-être préférées ou qui t'ont aidé dans ton approche de mindset? je te dirais qu'il y en a eu plusieurs, puis ça dépend aussi beaucoup dans tes étapes de vie. Tu sais, des fois, tu vas Ouais, ouais. lire un livre, tu vas lire un livre,
Puis tu sais, tu vas retenir quelque chose, puis tu vas le relire 5 ans après, puis tu vas dire, wow, OK, je pensais pas que, tu sais, j'avais pas compris ça au début, puis parce que là, tu es dans une autre étape de vie que Mhm. tu caches quelque chose d'autre dans le livre, je Ouais. dirais. Donc, je te dirais que dans la partie mindset, il y a beaucoup d'inspiration, des biographies d'entrepreneurs, encore une fois, d'Elon Musk, etc., où tu vois qu'ils résolvent des problèmes sous stéroïdes, genre ils n'arrêtent jamais là, à résoudre des problèmes qui sont majeurs. Je trouve ça inspirant, mais je te dirais qu'il y en a deux que j'aime beaucoup. Un petit peu dans l'entrepreneuriat puis le mindset qui s'appelle Grant Cardone. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle 10X, donc 10X, et en fait, c'est juste de viser sensiblement faire 10 fois plus d'efforts que les autres, puis tu arriveras à avoir beaucoup plus de résultats. Tu sais, imaginons, voilà. Imaginons que ce soit des appels à froid, que ce soit des courses, que ce soit n'importe quoi. Voilà. Et je te dirais qu'il y en a un deuxième que j'ai beaucoup aimé, puis il y en a plein, là, plein, plein, plein. Mais je te dirais, je pense comme beaucoup de personnes dans l'ultra trail, je trouve que David Goggins, ça a été un bon exemple à suivre, mais il faut toujours prendre les choses avec des pincées de sel. Tu sais, lui, il l'a vécu des fois un petit peu difficile. Là, tu sais, il y a été un peu trop Tenex et puis il a eu des problèmes de santé assez majeurs. Donc, tu sais, comme toujours dans le respect, je te dirais, de son corps, mais je te dirais que dans l'état d'esprit, euh, il a tracé le chemin avec une authenticité qui est assez importante. C'est de te montrer qu'il y a des fois, on s'arrête beaucoup trop tôt dans ce que tu es capable de faire. Mhm. Ouais, puis David Goggins, moi j'aime beaucoup son approche de la discipline, là. Ouais. C'est d'une rigueur incroyable. Puis, mais je suis curieux de savoir, c'est quelque chose que je t'ai entendu parler ailleurs, mais c'est quoi la distinction que tu fais entre la motivation puis la discipline? Mais pour moi, la motivation, ça sert à rien, là. Puis, ça sert à rien, 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 rien. Tu sais, les gens qui écoutent une vidéo, là, pour se craquer ou quoi que ce soit, la motivation, c'est extrêmement temporaire. OK? Ouais. C'est terrible. Tu sais, en gros, c'est comme un shot d'expresso. OK, d'espresso. C'est genre, tu prends ça, boum, t'es craqué pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis après, tu redégonfles comme un ballon de baudruche, etc. Mhm. La discipline, c'est de faire ce que tu dois faire, Ouais. quelle que soit la motivation. OK? Parce que tu sais que tu as des objectifs. Alors, ton objectif, ça peut être un marathon, un 80 km, un 160 km, ou quoi que ce soit. Ça, c'est ton objectif. Ton objectif, tu le découpes en étapes intermédiaires. Mhm. Puis tu sais que, alors ça peut être un programme d'entraînement que tu as avec un coach ou que ChatGPT t'a fait ou n'importe quoi, mais genre, tu sais que demain, par exemple, il faut que tu cours des intervalles, je sais pas, 10 minutes, zone 3 4 fois, whatever, etc. Puis ça, c'est une pierre qui s'ajoute à l'édifice pour atteindre ton objectif. Je te demande pas d'avoir la motivation pour le faire. Je te dis juste que si tu as la discipline de le faire, tu vas atteindre ton objectif. Donc, pour résumer, la motivation, c'est 100% temporaire. La discipline, c'est 100% permanent. C'est la discipline qui va te permettre d'atteindre tout ce que tu veux dans ta vie, puis tu fais ce que tu dois faire. Et tu sais, je finirai là-dessus, là. Les gens, des fois, ils voient, ah, Denis, tu as fait un ultra trail de 160 km, tu as couru, je sais pas, là, 3600 km l'année passée. Euh, ben, c'est pas la motivation qui m'a amené là, là. Tu sais, 60% du temps, j'ai pas envie d'aller courir, là. Mhm. 60% du temps, là, c'est 6 sorties sur 10, là. OK? C'est-à-dire que, disons, chaque semaine, j'ai envie de sortir une à 2 fois. Mais Mhm. pas sortir juste courir. Tu sais, derrière, tu as la musculation, tu sais, le renforcement, tu as la mobilité, les trucs, etc. Mais je te dirais, sur 10 activités sportives, il y en a peut-être 4 que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire. Le Mhm. moment venu. Le moment venu, c'est-à-dire, je me Ouais, réveille, ouais. je veux faire ça. Ouais, ouais, ouais. 6 fois sur 10, j'ai pas envie de le faire. Ou ça me Mhm. tente pas. Mais par contre, je suis extrêmement content une fois que c'est fini.
Mhm. J'ai beaucoup de satisfaction d'avoir utilisé cette discipline-là et je suis extrêmement content du résultat. Mais Mhm. comptez pas sur la motivation. La motivation, ça sert à rien. Ben ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis je pense que la motivation, ça peut être être bon pour un premier spark, mais après ça, c'est la discipline qui va garder ce Regarde, je vais te donner un spark-là. exemple super clair. Motivation, là, c'est les résolutions de bonne année. Exactement. Puis on est en Voilà. début d'année, là, fait que c'est encore Ben oui, valable. mais voilà, c'est Ouais. très bien. Regarde, tu vois, le 23 janvier, il y a encore des gens qui sont au gym, là, je te dirais, le 5 février, allez, non, on va le laisser jusqu'à la Saint-Valentin. 17 février, là, je peux te dire qu'il n'y aura plus personne là, au gym. Ou du moins, il n'y a plus personne des gens qui ont pris des résolutions de perdre 25 livres. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils ont eu de la motivation, ça a duré 6 semaines, puis là, ils n'ont pas la discipline, puis ça ne suit pas. Mhm. C'est ça la grosse différence. Ouais, ouais, ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis toi, de où que ça vient, la discipline pour toi? Euh, je te dirais que ça n'a pas été toujours inné. Euh, je te dirais que en 2020, j'ai rencontré quelqu'un dans le monde de l'immobilier. Puis, tu sais, on rigole, mais tu sais, nous, on dit c'est un psychopathe. Tu sais, genre, c'est un gars qui est. Tu sais, t'as l'impression que c'est un robot. T'as l'impression, tu sais, tu prends Elon Musk, c'est sensiblement la même personne. Puis, je me disais, mais attends, le gars, tu sais, il est tellement. C'est comme Elon Musk et Goggins ensemble. Tu sais, genre, il est tellement drivé. Puis il y a tellement une discipline, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, mais attends, le gars, il réussit tellement de choses. Tu sais, il y a une phrase qui est super importante, et puis que ce soit en ultra trail, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit même en employé, famille, on dit le succès laisse des traces. Mhm. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un réussir, tu as sensiblement à regarder qu'est-ce qu'il fait pour atteindre le même succès, ou sensiblement le même succès. Mhm. Puis moi, j'ai vu ça, puis je me disais, ouais, le gars, il se réveille à 5 heures les matins, douche froide, bidule, machin, et puis j'ai essayé, tu sais, je me suis dit, ben, je vais essayer, je vais regarder, puis un mois, 2 mois, tu sais, on faisait souvent le 75 hard, tu sais, comme c'est un challenge de 75 jours où tu dois faire de l'entraînement, des choses, etc., pour les gens qui recherchaient 75 hard de Andy Frisella. Puis, je trouve que j'ai commencé à mettre ça en place, puis je me suis rendu compte que j'avais des résultats assez rapidement, que Mhm. j'étais plus en forme, que j'étais plus alerte, que j'avais plus de rayonnement. Puis c'est comme si tu avais une aura, tu sais, et puis les gens, tu sais, ils s'intéressent à toi, ils t'admirent ou quoi que ce soit, puis écoute, je suis jamais revenu en arrière, en fait. Je me suis rendu compte que ça m'apportait tellement de choses, la discipline, dans toutes les sphères de ma vie, que je suis jamais revenu un petit peu lazy. Ben, comme, juste pas. En fait, la discipline, c'est juste faire ce que tu dis que tu dois faire ou faire ce que tu sais que tu dois faire. Mhm. Puis moi, ce que je trouve magique de la discipline, c'est que au début, c'est une chose que tu veux changer. Puis là, tu te rends compte que, wow, c'est l'effet boule de neige parce que il y a plein de sphères de ta vie qui, autour de ça, qui se bonifient, là. Exact, exact. Puis, tu sais, tu le vis aussi, là, tu sais, comme, imaginons, il y a des fois où tu n'as peut-être pas envie de faire des podcasts, ou genre, tu pars à un certain endroit, puis, tu sais, trouver des nouvelles personnes, ça prend du temps, gérer des choses, le montage, le truc, etc. Mais tu gardes la discipline de le faire régulièrement. Puis c'est ça qui crée la valeur. Puis ça, tu vas le. Peut-être tu t'en bénéficies après dans le trail, dans tout plein de choses de ta sphère, de ta vie. Puis tu sais, cette discipline que tu as peut-être à faire des épisodes régulièrement, ben, je pense que ça fait plaisir à ton audience, tu sais, qu'ils se disent pas, bon, est-ce que cette semaine il va y avoir un podcast? On ne sait pas si Jeff va être motivé, tu sais, je veux dire, on peut pas faire ça, là, tu sais. Mhm. T'es accountable, là, t'es imputable envers d'autres, tu sais, envers d'autres. Puis ça te sert pour plein de choses au final. Ouais, 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 c'est clair. Puis moi, je suis curieux de savoir, ça a été lequel ta première course en sentier? Quel événement?
C'était le Bromont Ultra 80 km en 2022, si je me trompe pas. OK, pas 2022. l'année qu'il y a eu le déluge, là. Non, mais je l'ai fait pareil. OK, Alors, l'année de déluge, c'était 2023, je crois. 2023. OK, donc Ouais. non, c'est en 2021. 2021 que j'ai fait. Puis j'étais craqué, là. Là, par contre, j'étais quasiment sur un hype de motivation. Puis je me disais, écoute, là, genre, je cours sur route, je sais n'importe quoi, 5 minutes du kilo. Puis écoute, ça va bien, là, mais puis là, quand ça monte, t'as juste à marcher, puis c'est tout. Puis quand tu redescends, bah, tu cours, et puis quand c'est du plat, tu cours. C'est pas, imaginons que tu restes en zone 1, zone 2, tu peux faire ça longtemps, puis il n'y a pas de problème. J'avais pas respecté la course. C'était dans l'ultra trail, là, un truc qui est vraiment important, c'est respecter la course, Mhm. puis respecter la discipline. Puis au début, je m'étais dit, oh, tu sais quoi, je vais m'inscrire à un 160 km. Bon, ça semble, j'ai lu le livre de Goggins, ça a l'air vachement bien, j'ai la motivation, stay hard, let's go, OK? Puis j'ai un ami qui me dit, écoute, Denis, là, ça fait, tu sais, t'as fait une pause de 5 ans de sport, là. Tu sais, c'est un peu plus compliqué que tu penses. Il n'y a pas juste la course. Tu sais, quand tu fais un marathon, oui, il y a un petit peu la nutrition qui compte, mais pas. Tu sais, tu pourrais toffer avec des bananes et de l'eau, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ouais, puis dans Et 4 heures, c'est terminé, peu dans importe 4 comment heures, ça c'est va se terminé. passer. Ouais. Exact, exact. Il n'y a pas de stress. Puis là, il me dit, Denis, il y a quand même plus. Il y a d'autres paramètres. Il y a des paramètres musculaires, paramètres mental, paramètres nutrition, paramètres entraînement, paramètres proprioception. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et je suis comme, OK, OK, bon, allez, je m'inscris à un 80 km, là, juste au moins pour. Puis là, pareil, je m'entraînais, mais en fait, je faisais juste courir. Je faisais juste courir, j'ai pas pris de plan d'entraînement, j'avais trouvé un truc où ça me disait de courir de temps en temps, tu sais, comme 3, 4 fois par semaine. Puis je faisais ça. Je faisais pas de musculation, je prenais pas de nutrition, je vais rien. Puis tu faisais des sorties en sentier aussi? Ouais, un peu le week-end. J'avais la clinique du coureur avait comme un petit programme pour les 100 km, puis ça me disait, ben, fais 2, 3 heures, mais tu sais, c'était super simple, là. C'était comme fais un intervalle, fais une course normale, un intervalle, et puis 2 courses longues. En gros, c'était ça. 4, 5 fois par semaine. Tu sais. Puis je faisais ça. Puis je me disais, bon, j'ai l'air d'être bien, là. Ben écoute, premier 80 km 2021, il faisait beau, il faisait chaud, puis je me suis fait démolir, OK? Parce que j'étais parti bien trop vite, OK? Euh, je prenais pas assez de glucides, donc j'avais pas du tout regardé la nutrition, etc. Donc tu sais, les carbs, ils ont toffé à 3, 4 heures, puis après, j'étais rincé complet. Puis après, je te dirais 45 km, j'étais plus capable de monter. Mes jambes, tu sais, j'avais de l'endurance, les descentes, je les dévalais, il n'y a pas de problème. Le plat, je le courais bien, mais les montées, là, je montais, euh, je montais 150 mètres, je m'asseyais sur une roche pendant 10 minutes. J'étais plus capable, plus capable. Puis en fait, on m'a abandonné au bout du 65e kilomètre parce que j'étais en train de vomir toutes mes tripes, puis je me déshydratais. Donc là, ils ont dit, ben là, puis j'avais plus de piles sur ma lampe parce que ma lampe était restée allumée dans la nuit, dans la journée, là. Donc au final, ils m'ont juste dit, écoute, je te laisse pas partir dans le bois déshydraté, pas de lampe et puis tout pété là. Donc, donc ils avaient mis fin à ma course, puis ça a été, je te dirais, un wake-up call, tu sais, genre vraiment OK, l'ultra trail, c'est une autre discipline. C'est difficile de réaliser ça avant ça. Tu dois le vivre. Ouais, ouais. Puis je pense que souvent dans les DNF, c'est là qu'on apprend plus qu'une course qui va bien tout au complet. C'est sûr, mais encore une fois, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans un paquet d'affaires, tu sais, ça a été ma première course, ça a été mon premier DNF, euh, puis je pense que c'était vraiment nécessaire. C'était vraiment nécessaire d'apprendre tout ça, puis ça a ajouté énormément d'humilité dans mon approche à l'ultra. OK, OK. Puis
comment t'as pris la balle au rebond puis tu t'es reviré avec ça? Ben, tu sais, c'est ça. Donc, 2021, je me dis, waouh, OK, c'est quoi cette affaire, etc. OK, il faut que je me remette, faut que je fasse ces étapes. Faut que je fasse ces étapes. Tu sais, j'avais pu passer de 5 km à 40 avec le mental, mais tu sais, la réalité, c'est que l'ultra, c'est une autre game, là. L'ultra, c'est totalement une autre game. Vraiment. Donc, l'année d'après, je fais le Bromo Ultra 55. Je m'entraîne, puis là, je teste un poil plus la nutrition, puis, tu sais, 55 km, c'était un peu moins de dénivelé, puis ça allait mieux. Finalement, la course, très, très bien passée. C'était un petit peu spécial, là, parce que, genre, on partait, il neigeait, donc c'était genre... Alors que l'année d'avant, il faisait 25 degrés, là, mais bon, écoute, ça, c'est une chose. Puis après, je me suis dit, ben, écoute, ça, c'était 2022. 2023, je me dis, OK, je vais refaire le 80, mais je vais faire une étape intermédiaire. Je vais faire Arikana 65 6 semaines avant. Donc, je me Mhm. disais, je fais le Arikana 65. C'est là où j'ai commencé, je te dirais, à faire peut-être un petit peu plus de dénivelé, tu sais, des sorties beaucoup plus en montagne, monter, descendre, puis tu sais, comme travailler les cuisses, tout ça. Donc, je fais Arikana 65, ça se passe super bien. Puis Bromo Ultra 80, c'est là où on partait à 3 heures du matin, qu'il avait plus 50 millimètres. Puis moi, j'étais campé raide parce que je me disais, attends, c'est légendaire, c'est hallucinant. Tu sais, les conditions sont légendaires, donc il y a juste des légendes autour de moi. Tu sais, pour moi, c'était ça, il y a juste des psychopathes autour de moi. Donc on est sorti de l'asile, on est tous fous, là, puis on se dit, on va courir là-dedans, puis ça fait des bons souvenirs. Ouais. C'est clair. Puis là, je finis le 80 km, puis là, c'était comme, tu vois, Denis, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans à finir la course que tu t'étais donné comme objectif. Puis je pense que tu as compris et appris et respecté, tu as été humble dans ton approche. Là, c'est peut-être le moment d'aller sur une course de plus de 100 km. Mhm. Puis, donc ça, après, c'était 2024. Donc la saison 2024, là, c'est la première fois que je prends un coach. Donc, quelqu'un qui me donne des programmes d'entraînement, parce qu'avant, c'était un peu des programmes d'entraînement à la mitaine, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est plus sérieux, séance de musculation 2 fois par semaine, mobilité 2 fois par semaine, exercice, progression itérative, tu sais, comme par étape, là. Tu sais, pas plus que 10% de plus à chaque semaine en volume. Puis là, l'objectif, c'était Arikana 125, c'est ça? Ouais, 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 125. 125, ouais. Donc 125. Donc j'avais fait le QMT 80 avant. Pareil, étape intermédiaire, QMT 80 et Arikana 125. QMT, ça s'est bien passé. C'est quand même un parcours pas mal challengeant, là. Mais là, tu vois, là, j'ai eu un deuxième wake-up call. Tu sais, genre, j'avais fait le Bromo Ultra 80 l'année passée, puis je l'avais fini en 12h30. Puis je me disais, ouais, écoute, 12h30, puis j'avais pas de coach. Donc j'étais moins en forme. J'arrive au QMT, là. Puis, by the way, là, j'ai fait aussi un petit film de ma saison 2024. Donc, si vous voulez voir comment ça s'est passé mon QMT 80, vous avez juste à regarder Embrace the Suck OK. sur ma chaîne YouTube. Mais je te dirais que je me disais, ah, ben, tu sais, j'ai fait 12h30, puis là, je suis en meilleure forme. Donc, je visais 11h, 11h30, mais j'avais pas réalisé. Et puis, en plus de ça, c'était comme 4 ou 5 kilomètres de moins. Genre, je pense que le QMT, c'est comme 78, puis le Bromo Ultra comme 82, 83, un truc comme ça, à l'époque. Donc, je me disais, ah, écoute, là, je peux au moins gagner facile 45 minutes, 1 heure, je suis sur le kilométrage, puis je suis en meilleure forme. Mais je me suis rendu compte que le QMT, là, t'as 0 kilomètre gratos, là. T'as Mhm. rien, même. C'était rien. Quand je dis gratos, c'est genre un chemin de route ou un truc ou quoi que ce soit. Même quand Mhm. il y a de la route, t'es pas sur la route, t'es sur la trail qui est juste à côté, là, où genre t'as single track qui fait comme 8 pouces de large, puis moi je fais du 11 en chaussures, là. Puis je commence, c'est l'enfer. Puis là, j'ai fini cette course-là en 13 heures, je pense. J'avais fait un bon temps, j'étais content, j'étais comme 56e sur 400 ou quelque chose comme ça, mais à l'époque où je l'avais fait. Mais là aussi, c'était un wake-up call, là. Genre, j'avais sous-estimé la technicité de la course. Ah ouais. Big time.
Tout Ah le ouais. monde me parlait de Mestachibo, puis moi je me disais, je regardais le profil, puis je me disais, il n'y a rien là, genre, ok, ça monte un peu, ça descend, mais that's it, là, il n'y a pas de stress, là. Puis, puis quand je suis arrivé là, j'ai fait comme, Ah, c'est un carnage. Faut le vivre pour le comprendre, mais c'est à Chibo, là. est-ce que tu as fait le QMT, Ah ouais, j'avais Jeff? fait le QMT 50, moi, je pense Ok. en Mais tu passes par le 2017. Mestachibo pareil. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, hey, c'est quelque chose. Cette section-là, là, ça marque l'imaginaire. Mais parce que tu comprends pas, tu sais, tu vois le profil, ça fait 13 kilomètres, ce qui est pas Ouais. énorme, tu sais. Puis tu te dis, bon, il y a quoi? Il y a 250 mètres de D+, 200 mètres de D+. Il n'y a rien là, let's go. Là, comme je fais ça en 1 heure, là. Là, 2 heures et demie, hein. Genre, c'est de l'enfer, hein. Genre, tu finis jamais cette affaire-là. Mais Mais je suis certain, par exemple, que le QMT, vu qu'il est tellement difficile, ça t'a préparé mentalement pour Arikana. je pense, ouais, je pense, ben, ça m'a ramené encore une fois d'humilité. Tu sais, Ouais, ouais. fallait comprendre que j'avais réussi le 55, j'avais réussi un 65, j'avais réussi un 80. Là, c'était mon deuxième 80. Puis là, tu sais, je me disais, bon, ça va aller, là. Mais non, tu sais, comme, faut pas sous-estimer la course, faut respecter, faut rester humble. Tout peut arriver dans une course. Et ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'était cool, mais parce que c'était 100% de jour, là. Tu partais tôt le matin, puis c'est en juillet, donc les journées sont très, très longues, là. Ça me préparait, je te dirais, sur la technicité, mais il y avait une chose que j'avais peur quand je m'étais lancé le défi d'Arikana 125, c'était faire pour la première fois une partie de nuit, voire toute la nuit. Mhm. Puis ça, je savais pas comment gérer ça, là. Genre, je l'avais fait un petit peu dans Bromo Ultra en 2023, mais tu commençais à 3 heures le matin. Donc, je te dirais, tu avais comme 4 heures de nuit, puis après, tu étais comme correct. Puis, tu avais 4 heures de nuit quand tu étais frais. Genre, quand tu étais encore en forme, que tu avais l'énergie, que tu avais tout ça. Et au contraire, ça te permettait de pas partir trop vite. Donc, c'était comme tout va bien, tu sais. Mais là, Arikana, c'est vrai qu'en 2024, c'était vraiment une course qui me faisait un petit peu peur, là, que j'appréhendais un petit peu. C'est ça. Puis Mais, finalement, comment ça s'est passé? Mais écoute, tout le monde qui n'a jamais couru de nuit puis qui se lance dans Arikana 125, c'est tout le temps ça que j'entends, là, l'appréhension de la nuit, là. Avec je te raison. dirais. Ben, je te dirais qu'il y avait plusieurs points. Euh, Moi, pendant toute la course, je me disais, hey, je vais me faire des chums. Puis, quand arrive la nuit, on va courir ensemble. Puis, Mhm. comme ça, je serai pas tout seul. Puis, tu sais, comme on pourra parler, on pourra faire des trucs, etc. Puis, je suis parti bien trop vite à Ricana. Ben trop vite. Ah Donc ouais. là, même problème, ben trop vite, trop de carbs. Puis là, genre, j'étais à comme 80-90 grammes de carbs, mais j'avais pas entraîné mon système digestif. Donc, j'ai commencé à me déshydrater parce que je vomissais, genre, ça finissait jamais, là. Puis au final, la nuit, je l'ai passé 100% tout seul. Puis tu vois, ce que je redoutais le plus, ben, ça m'a été extrêmement bénéfique. Parce que tu sais, c'est un peu comme, tu sais, t'as des enfants et puis ils ont peur des monstres dans le placard. Puis tu dis, ouvre le placard, tu verras, il n'y a pas de monstre. Ben Mhm. là, c'était pareil. Toi, c'était pareil. J'appréhendais tellement la nuit que le fait d'être tout seul dedans et puis de me dire, bon, à part mes problèmes digestifs, mais ça n'a rien à voir avec la nuit, là. Fuck off. Mais, ben écoute, c'est pas si pire. Mhm. Ça va, tu sais. On va moins vite. C'est peut-être un moment où moi, j'écoute quasiment jamais de musique. Mais là, je m'étais mis un livre audio. Puis j'écoutais le livre audio. Tu sais, puis c'est comme si tu regardais un film, là, genre, t'étais comme, OK, j'avance, je suis les flags, puis, puis j'écoute ce qu'on me dit, tu sais, comme j'écoute un livre d'entrepreneur ou whatever, t'écoutes Goggins en audio, là, qui te crie dessus, puis tu sais, comme, tu sais, je sais pas, whatever, mais tu sais, c'est vraiment un moment d'introspection, au final, qui est vraiment intense. Puis, t'es vraiment seul contre toi-même, donc t'as vraiment le temps de penser à pourquoi tu fais ça Mhm. très longtemps. Tu sais. Puis à Arikana, c'est en septembre, donc souvent les nuits sont quand même assez longues. Elles commencent à être longues.
Puis, je pense que quand tu passes une nuit, la sensation de voir le soleil se lever, ça te donne envie de refaire des courses où il y a la nuit. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme quand je te disais, le matin, tu te réveilles, t'as pas de motivation, t'as pas envie de t'entraîner, tu y vas quand même, mais à la fin de ton entraînement, t'es comme, ah, je suis tellement fier de moi, puis je me sens tellement bien. Ben, tu sais, j'ai le feeling que la nuit, c'est pareil. Tu sais, le soleil se lève, puis là, il y a comme, tu revis, là, t'es comme, ah, qu'est-ce qui se passe? T'es comme, je sais pas ce qui se passe, c'est comme, il y a plus de l'ombre, il y a plus de trucs, etc. Puis, tu sais, genre, t'as un regain d'énergie, puis t'as envie de te relancer, puis je pense que, je, je pense que c'est ça. J'appréhende plus la nuit parce que je me suis peut-être battu contre la nuit tout seul. Euh, puis la sensation de voir le soleil se lever, c'est comme, c'est autre chose. Mhm. Mais c'est drôle, quand tu parles de la nuit, moi, ça me rappelle mon premier marathon. Tout le monde me parlait du fameux mur à 30 kilomètres. Tu vas voir un mur, puis là, je l'appréhendais, puis finalement, le mur, je prenais des gels, puis ça a jamais, ça, c'est jamais arrivé, là. Ouais. Mais tu sais, c'est Mais, toujours une question des attentes, là. C'est toujours la même chose, là. Moi, j'ai toujours undercommit, over-deliver. C'est genre, tu sais, tout le monde si personne t'avait rien dit, peut-être que le 30e kilomètre, t'aurais fait comme, hey, ok, c'est pas facile. Mais là, tout le monde te dit que c'est l'enfer. Puis finalement, c'est juste difficile, mais pas l'enfer. Et tu dis, bon, là, finalement, c'était correct, c'était juste difficile. Donc, c'est toujours la perception, là, les attentes. Et puis moi, pareil, je m'attendais que la nuit, ça soit tellement difficile que j'ai envie de dormir, que tout ça, etc. Mais finalement, pas vraiment. Que finalement, je me suis dit, ben là, there's no boogeyman. Tu sais, il n'y a pas il y a personne dans le placard, là. mhm. Puis, comment s'est passée la deuxième moitié de course de Arikana? Ben, je te dirais que quand la nutrition a débarqué, j'étais comme, moi, c'est un petit peu tough là, de, de faire un exercice de cette amplitude-là euh, avec des quartiers d'orange et du coca, là. Ouais, c'est clair. Mais je te dirais, comme je disais, la journée, quand la journée s'est levée, en fait, c'est que je suis parti très, très vite. J'ai eu des problèmes digestifs en même temps que la nuit. La nuit, ça a été un pèlerinage dans mon mindset, on va dire ça comme ça. Puis quand le jour est arrivé, je me suis dit, hey, je viens de passer le plus dur. Je suis à 30 kilomètres de l'arrivée ou 40 kilomètres de l'arrivée. Hey, je pourrais le faire en moins de 24 heures. Puis tu sais, 24 heures, c'est pas c'est pas un temps élite, là. Mais je te dirais que quand tu reviens des enfers, là, c'est un petit peu ça, là. Tu te dis, OK, c'est possible. Donc là, je me suis drillé là-dedans, puis let's go, let's go, let's go, let's go. Puis tu sais, quand il te reste, disons, 30 ou 40 kilomètres, tu sais que il t'en reste 4-5 heures, si t'as fait les deux tiers, disons, là, ou même les trois quarts. Tu sais, quand il t'en reste 30, si t'as fait les trois quarts, disons. euh, T'es t'es plus proche de la fin, là. T'as jamais été aussi proche. On va dire c'est comme ça. On n'a jamais été Mhm. aussi proche de l'arrivée. Donc, Puis, est-ce que tu as réussi à reprendre un peu le dessus de la nutrition plus tard? non, j'ai pas essayé. La nutrition, ça a toujours été un sentiment d'amour-haine, là. Mhm. Ça a été quelque chose de commun que j'ai amélioré à chaque année. Donc, tu vois, par exemple, là, à Ricana, la nutrition, elle a débarqué au bout de 7 heures, là, on va dire ça comme ça. Cette année, j'avais beaucoup travaillé, je travaillais sur la nutrition, puis en entraînement, j'avais jamais eu de problème. Puis j'ai même fait Arikana 80 en 12 heures, puis j'ai pas eu de problème. Là, je roulais à 70-80 grammes de glucides à l'heure, puis j'étais ben top notch. Puis là, j'ai compris que j'avais un nouveau mur au bout de 15 heures. Donc là, à partir de 15 heures, elle débarque la nutrition. OK. Mais ce que je veux tester maintenant, c'est, ben, comme je te disais, tout est temporaire. Ouais. C'est qu'il y en a beaucoup que des fois la nutrition débarque, puis ils prennent pas ça comme un résultat, tu sais, comme un point de non-retour. C'est comme elle débarque, ils alternent un petit peu, ils changent avec un peu de solide, un petit peu, tu sais, un peu de tout ça.
Puis après, boum, ils arrivent à la réembarquer, là. Tu sais, tout le monde a la vision de euh, Marianne Hogan, là, que de sa Western State, là, que tu la vois partir et puis elle vomit tout ce qu'elle a, puis juste après, elle reprend en jeu. Tu sais, je suis comme, moi, je serais peut-être pas à ce niveau-là, là. Mais, euh, mais peut-être alterner un petit peu solide, liquide, parce que j'étais 100% liquide en nutrition. Euh, je pense que d'alterner un petit peu les deux, ça va aider. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur, là. C'est comme l'entrepreneuriat. Pareil. Ouais, ouais, ouais. Puis la nutrition, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à maîtriser dans l'ultra-trail. Ben, moi, je te dis, je vais être transparent avec toi, je ne la maîtrise pas encore, là. Donc, les Ouais, gens ouais, du ouais. podcast là, qui s'attendent à des conseils de nutrition, je te dirais, en dessous de 15 heures, je m'en sors, là. Ouais. Je te dirais, en dessous de 15 heures, à date, moi, ce qui fonctionne, c'est dans tes sorties d'intervalle, consomme la même nutrition que tu as l'habitude de faire parce que tu as pour entraîner ton gut, on va dire ça comme ça, là, ton système digestif. Ouais. Et dans tes sorties longues, là, euh, pareil, là, si tu vises 60 grammes ou 70 grammes de glucides à l'heure, puis il y en a, ils vont dire, ouais, vise 100, 150, whatever, je dirais, écoute, regarde, à moins que tu sois athlète pro, puis que tu dois rouler à 120 grammes de glucides à l'heure, puis que tu arrives à le faire, puis que tu tiens, ça, c'est une autre chose. Mais déjà, c'est un certain budget. Et Ouais. puis, quand tu fais une sortie de 8 heures, là, on s'entend que c'est chlotte de gel. Mais je te dirais que euh, j'essaye de me tenir à 70 à 80 grammes de glucides à l'heure, même dans les sorties où je fais 6 7 heures. OK. Donc, majoritairement liquide. Donc, par exemple, les boissons NAC, où tu as 55 grammes de glucides à l'intérieur. Donc, c'est 500 millilitres ça, j'en fais une à l'heure, plus un gel. Donc, je fais comme 55 plus 20, puis une fois, 1 heure sur deux, je mange une gaufre ou je mange des trucs, etc., un peu plus solides. Mais sinon, j'essaie de faire ça, puis les gels, j'alterne entre caféine, pas caféine. On va dire ça comme ça. OK, OK. Donc, OK, super. mais Fait voilà, j'ai pas d'autres conseils pour après 15 heures. Ça, c'est le next step, là. C'est les prochaines étapes que je dois retravailler avec ce que je vous ai dit. Donc, essayer d'intégrer un peu plus de solide, essayer, quand la nutrition elle débarque, de la réembarquer après, puis voir ce que ça donne, puis on mhm. verra. OK, super. Puis, comment c'est venu l'intérêt de faire le 160 du Brabant Ultra pour toi? Ben c'est ça, tu vois, en 2024, j'avais réussi le Haricana, 125 km. Puis, je te dirais que le Bromont Ultra, c'était un peu reboucler la boucle. Tu sais, c'est la première course que j'avais fait où j'avais fait un DNF. Mhm. C'est proche, c'est pas très loin de chez nous. C'est pas, moi, je m'entraîne toujours à Bromont. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de montagnes. T'as quand même tu sais, un peu de dénivelé. C'est sûr que c'est pas le Massif, c'est pas le Mont-Saint-Anne ou whatever, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tu peux vraiment faire des bonnes sorties où tu as de la trail, des sentiers, de la montée, de la descente, tu sais, des techniques, pas techniques. Donc, puis, je trouve que c'était un petit peu de reboucler, de dire la première trail que j'ai faite, c'était 80 km, puis j'avais pas réussi. Puis, faire le 160, je trouvais aussi que ça amenait un défi mental. Parce que faut comprendre que le 160 de Bromont, c'est que tu fais 2 fois la même boucle. Mhm. Puis, mentalement, c'est extrêmement difficile. Parce Clairement. que tu viens de faire 12 heures ou 13 heures là, dans la première boucle ou 14 heures, n'importe quoi, là. Puis là, t'as la petite arche arrivée, là. Puis t'as le corridor à gauche qui dit 160. Puis t'as les gens qui continuent. Puis il y a même... Et là, c'est Denis Gallico pour sa première boucle. Là, t'es comme tabarnak. OK. Et en plus de ça, la première boucle, tu l'as fait de jour, là. Ouais. Donc, c'est comme c'est le fun, tu parles, c'est cool, etc. Puis là, t'arrives, puis là, la nuit, elle tombe, parce qu'en plus, c'est en octobre, donc les journées sont beaucoup plus courtes. Puis là, la nuit, elle tombe, puis là, faut repartir pour une deuxième boucle en pleine nuit. Puis là, c'est là où le mindset, il embarque, et puis faut que tu te battes contre toi-même, là.
Mhm. Ouais, puis en plus, c'est que tu sais qu'est-ce qui t'attend, là. Puis Ben là, ça, c'est bon, hein. Ça dépend des ouais, personnes, mais ouais, je te dirais que les 68 kilomètres de la boucle de Bromont Ultra, c'est cool. Tu sais ce qui s'attend, tu sais quand est-ce que ça monte pas, truc, etc., que tu as un petit peu de route, pas de route, les ravitaux, etc., ça va. Mais pour ceux qui ont fait le Bromo Ultra, là, le dernier les, 15. les fucking 15 derniers, là, Ah, t'as envie de leur arracher la tête, là. Puis finir par ça, là, finir par ça, c'est c'est l'enfer. vraiment violent, ouais, ouais. Puis surtout quand on a 145 dans le corps, tu sais, comme t'es démoli, puis tu sais exactement ce qui s'en vient, puis là, t'as envie de pleurer, mais en même temps, tu sais qu'à arriver là, tu t'abandonneras pas. Tu sais, tu peux pas abandonner ça, tu peux pas. So, c'est un petit peu un tronçon amour-haine. Mais Ouais, écoute, ouais. regarde, c'était, tu sais, pour répondre à ta question, c'était ça, là, un petit peu à revenir. Que le premier 100 miles, ça soit la première course que j'ai faite, revenir à Bromont, je trouve que ça bouclait la boucle un petit peu, là. Ok, ok, super ça. Puis, comment ça s'est passé? Puis, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, ta préparation mentale, justement, pour. Parce que là, tu allais traverser une nuit, entre autres, mais au moins, peut-être tu avais gagné de la confiance avec Arcana, mais. Je te dirais que Bromont, ça a été ma saison 2025. Puis tu le sais, là, t'as visionné le mini documentaire là, de 20 minutes, là. Ah oui, puis je l'ai même réécouté une deuxième fois avec ma copine, Ah fait ouais? qu'elle va ça. Ouais, C'est ouais, ouais. vrai? Ouais, ouais, elle a adoré aussi, là. Ah bah écoutez, merci. Si ça peut inspirer, là, pas motiver, ça peut inspirer, c'est bien. Mais ça s'appelle Earn the Story, pour les gens qui veulent chercher, là. Denis Gallico, Earn the Story. Dans le fond, c'est que, juste qu'on comprenne derrière ça, c'est que les histoires, tu les mérites et tu les gagnes. Tu sais, c'est pas des choses qui t'arrivent par hasard. Euh, Puis tu dois mériter. Et ma saison 2025, j'étais plus près que jamais, là. Je faisais le QMT 135. Après, je m'étais mis un petit objectif entre les deux qui était Arikana 80, juste pour se dire, il y a trop d'écart entre le QMT puis le Bromo Ultra. Puis, je me mets un petit 80 avant, là, juste histoire de se faire un mode course. Puis après, le 160. Puis je te dirais que j'étais tellement préparé pour le 135 km que je me disais, OK, là, je suis vraiment en forme, ça va vraiment bien aller. Puis je me suis blessé vraiment gravement sur le QMT. Ah ouais. Puis là, c'est, ça remet tout en question. Ça remet tout en question. C'est, là, tu te dis, OK, mais là, je marche pas, je peux pas marcher, là. Je peux plus marcher pendant un mois. Puis t'es à littéralement 13 semaines de 160 kilomètres. Ish, ouais. Puis je pense que, donc tu sais, tu me demandais comment s'est passée la préparation, comment s'est passé tout ça, là. Mais tu sais, le 160 kilomètres, moi, jusqu'à 4 semaines avant le 160 kilomètres, je pensais pas que j'étais capable de prendre le départ. OK. Donc, il y avait une phrase là, que je dis dans le documentaire qui était une phrase d'un influenceur qui s'appelle Hormozy, Alex Hormozy. Puis qui, j'essaie toujours de le traduire en français, mais je trouve qu'en français, c'est un petit peu naze. Mais c'est pas grave, je vais le dire pareil en français, puis au pire, vous le regarderez en anglais. Mais qui disait que dans le fond, c'est plus grand est le dragon. Donc, dans le fond, plus difficile, plus challengeant est le défi, plus euh, légendaire sera l'histoire, et par définition, plus épique sera le héros. Ou l'inverse, voilà. Mais en Ouais, gros, ce que ça ouais. veut dire, c'est que tu as un grand, grand, grand challenge. Ça va faire vraiment une belle histoire. Mais en définition, là, c'est toi qui crée l'histoire. Donc, tu sais, ça va être un héros légendaire. Tu sais, c'est comme tu seras la personne comme qui aura battu le dragon et qui aura fait l'histoire qui est exceptionnelle. Puis, bref,
Donc, je te dirais la préparation, pour répondre à ta question, la préparation, elle n'est pas. J'ai dû réapprendre à marcher là, alors à 3 mois du Bromont Ultra 160 là. Aïe, aïe, Donc, ok. Fait que t'es allé en physio? ouais, j'ai fait de la physio, j'ai fait. Puis ça, tu sais, on parle de. On écoute beaucoup de podcasts, hein, et puis incluant le tien, incluant un paquet de podcasts. Puis Mathieu Blanchard, à une époque, il faisait un podcast qui s'appelait Dans mon bain, ou un truc comme ça, qui Ouais, était ouais, vraiment ouais, ouais. nice. C'était Mhm. vraiment, vraiment nice. Puis justement, avec la clinique du coureur, avec Blaise, il avait parlé de la méthode Peace and Love. Tu sais, Peace and Love, c'est des acronymes là, pour les très, très grosses entorses. Puis je me suis dit, ben là, si lui, il a réussi à se faire une entorse aussi grosse que la mienne, puis reprendre le départ de l'UTMB, je sais plus combien, là, 2 mois après, je vais faire ça. Il faut se rappeler, le succès laisse des traces, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, je regarde ça, j'écoute ça, je relis ça, etc. Donc là, mets pas de glace, prends pas d'anti-inflammatoire. Tu sais, essaye de reprendre un peu de vélo une semaine après. Tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui sont contre-intuitives et qui vont demander énormément de force mentale pour y arriver. Mhm. C'est clair. Puis j'ai suivi un petit peu le processus, puis tu, tu fais confiance au processus. Puis finalement, j'arrive à faire le 80. Je me lance aux 80 km, là. Ma semaine d'entraînement la plus longue, c'était 30 km. Quand même, hein? Juste pour comprendre, là. Ben oui, Mhm. parce que 2 semaines avant, 3 semaines avant le 80 km, je marchais pas. Donc, Aïe, aïe. Mais en même temps, c'est un bon test pour savoir un. ah, ben moi, c'était le do or die. Moi, je le Ouais, disais, là. ouais, ouais. Et en plus de ça, Chris, c'est fucking technique, là, Ricana, là. Donc, moi, en fait, c'était super simple. Pour moi, c'est l'étape intermédiaire que, OK, ça fait 3 semaines et demie que je peux remarcher. Je fais le 80 km. Je comprends que c'est une grande marche. Une grande marche sur les choses tes objectifs. Euh, Si je m'éclate la cheville, ben là, c'est fini. Si j'ai pas mal à la cheville pendant 60 km, c'est bon signe, mais il faudra pas que j'accélère. Puis si je finis la course sans avoir mal à la cheville, c'est un green light. Si je finis la course en ayant la cheville enflée à mort, je pense que c'est un red light. Et puis si je finis pas la course, c'est un red light. Donc en gros, j'avais 2 chances sur 3 de pas faire le Bourmont Ultra 160. Mhm. Donc quand finalement je finis la course puis que ma cheville va bien, je me dis, OK, Il y a de c'est une marche. l'espoir. Il y a de l'espoir, mais Ouais. là, il faut se rappeler, je suis à 5 semaines du départ, là. Puis t'as pas ton peak training comme t'avais Mais non, planifié? Ben ben ouais. non, j'ai rien du tout comme peak training, et puis j'ai encore la chevillère, j'ai encore un paquet d'affaires, puis il faut comprendre, là, ma semaine avant Ricana, mon volume, c'était 40 km dans la semaine, là, parce que je pouvais pas faire beaucoup plus. Après, j'ai Ricana où je fais un 80, mais là, il faut que je m'entraîne pour un 160 en 5 semaines, là, tu veux dire, comme c'est... Bref, anyway, et donc, voilà, pour Fait que c'est répondre à ta beaucoup, question, là, beaucoup de résilience que ça a dû te prendre. ouais, beaucoup de résilience, puiser vraiment dans le mental, dans la confiance dans le processus, dans plein de choses qui ont fait que, un peu comme tu vois les films de Rocky ou n'importe quoi, tu te dis, c'est pas parce que j'en prends une et que je tombe par terre que je peux pas me relever, tu sais. Mhm. Puis il y avait une phrase que j'aimais beaucoup en anglais qui s'appelle fail forward. C'est comme échoue en avant, apprends de tes échecs ou des difficultés, puis la réalité, c'est que ça fera une meilleure histoire. Mhm. Ah ouais, puis c'est drôle, on en parlait plus tôt, David Goggins, mais de la façon dont tu m'en parlais, j'avais l'impression de David Goggins qui se présentait au Moab 240 avec son genou reconstruit, là. Ben écoute, je te dirais, il l'a fini, là. Donc, il l'a fini, il a bien fini, etc. C'est encore une fois toute une épreuve, mais ça fait une meilleure histoire, tu sais. Puis ça te montre encore une fois que rien n'est permanent, là. C'est pas parce que tu te blesses que tu seras blessé toute ta vie, tu sais. Ah ouais, c'est clair. Fait que comment ça s'est passé, ton étape entre le Bromont Ultra puis Arikana?
Entre Arikana et Bromont Ultra, je te dirais que ça a été beaucoup de OK, j'ai réussi à faire 80 km. Ça a été plutôt correct. On build up. Puis là, c'était énormément d'exercices de proprioception, euh, beaucoup de musculation, parce que là, on passait de, je sais pas combien, 2000 mètres de D+, à 6600 mètres de D+. Tu sais. C'est comme ça, la Mhm. course. Genre, moi, j'avais perdu toute une grosse partie de la musculation parce que pendant un mois et demi, je marchais pas. Donc, je te dirais, là, c'était ça. Donc, je te dirais qu'au niveau entraînement, ça a été beaucoup de renfort, augmenter mes sorties, s'assurer que ça fonctionne, etc. nan, nan. Mais je te dirais qu'il y avait une grosse partie qui était mentale, qui a été Clairement. extrêmement difficile, puis très Mhm. difficile. On le voit peu dans le documentaire, dans le petit documentaire de 20 minutes, mais 3 semaines avant la course, là, je réalisais ce que c'était. En fait, je me rappelle, j'avais reçu un courriel du Bromont Ultra qui disait, ben, c'est ça le matériel obligatoire, bidule, bidule, bidule. Puis là, je me rappelle, je pense que pendant toute la journée, j'ai pleuré quasiment. J'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, dans quoi je me suis embarqué? Je serais pas capable de le faire. Puis, tu sais, j'ai réalisé que, en fait, la marche elle était comme, genre, 3 fois, 4 fois plus haute que ce que j'avais réussi à réaliser, tu sais ce que je veux dire? Donc, Mhm. c'est comme beaucoup d'incertitudes, de doutes, mais en fait, la réalité, c'est que des fois, quand tu es dans le doute ou que tu as peur, c'est que tu es sur le bon chemin. Là. Ouais, ben Parce que oui, oui. tu. C'est ça, donc je te dirais que même la semaine avant le Bromo Ultra, j'avais mal partout. Là. J'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'avais mal, je sais pas, là, genre, j'étais, comment t'appelles ça là, déjà, là, genre, tu sais, que t'as l'impression que t'as toutes les maladies du monde, là, genre, hypochondriaque. J'étais hypochondriaque. Là, j'étais comme, ah là, mon genou, là, je sens quelque chose, là, c'est comme, je suis comme- mais je pense que c'était 100% le stress, là, genre, que tous les soirs, je me couchais, puis je pensais juste à ça. Puis il y avait une grosse charge mentale parce que c'était mon premier 160. Puis je partais de tellement loin à cause de ma blessure. Puis c'était 6600 mètres de D+. Tu sais, comme, c'était des grosses étapes, là. C'était vraiment, c'est des grosses étapes. Puis moi, je suis curieux de savoir c'était quoi ton mindset sur la ligne de départ. Je dirais que la ligne de départ, c'était un petit peu tu sais, comme quand toute la pression, elle redescend, là. T'es comme, Mhm. puis, on a eu des bonnes conditions. Tu sais, Ouais, vraiment. jusqu'à une semaine avant la course, il devait pleuvoir comme 40 millimètres, puis là, ça aurait été un enfer. Puis là, finalement, il pleut pas, ou pas beaucoup. Température 8, 9 degrés, Ah, c'était. parfait, là, Ouais, c'était parfait, parfait. là. Ouais, ouais. Tu sais, comme vraiment beau. Ils avaient soufflé tous les sentiers. Et moi, j'avais peur de m'éclater la cheville sur des racines qui étaient sous les feuilles. Mais là, finalement, nous, on disait que c'était Elliott qui avait fait ça, là, mais on disait, Elliot avec le souffleur dans une main. Non, non, on disait Chris, il va tellement vite. C'est comme, tu sais, comme les films là, avec Astérix et Obélix, là, que Astérix, c'est comme, il court tellement vite qu'il y a, genre, il y a de la poussière qui part, là. Moi, j'étais dit Wow. comme c'est Elliot, il a blowé tout parce que nous, on le voyait, là. Elliot, genre, on était rendu, ça faisait 4 ans qu'on courait, puis il était rendu comme 12 kilomètres ou 15 kilomètres plus loin, puis on était comme, comment il peut nous mettre comme 20 kilomètres en 4 heures? C'est pas de sens, cette affaire-là, là. Genre, c'est n'importe quoi. Il a 2 heures d'avance sur 5 heures, tu sais, comme, c'est quoi cette affaire? Puis, anyway, donc on en rigolait, mais tu sais, c'était vraiment des bonnes conditions météorologiques. Franchement, puis c'était une belle organisation, c'était bien flagué, c'était bien, il n'y avait pas beaucoup de feuilles, c'était correct, c'était cool, c'était Toi, nice. t'avais une équipe de soutien épaisseux, hein, me semble? Ça, c'est la première fois, là. Moi, j'ai jamais eu, toutes les courses que j'ai faites, c'était vraiment des courses où j'étais tout seul, là, on va dire ça comme ça, tout seul avec mon drop bag, ma nutrition, mes trucs, mes gogos. Mais là, c'était la première fois.
euh, que ma femme et ma fille étaient à côté, que j'avais un ami qui me paceait. Alors, le pacer, il rentre à 117 km, je pense, au Bromont Ultra. Donc, un peu au milieu de la nuit, là, genre à 1 heure, 2 heures du matin pour moi, là. Au lac Donc, Bromont, je crois, de mémoire. non, au P7. C'est juste Ah avant oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Lac Bromont, c'est non, c'est ça, au P7. Donc, c'est OK. 117, 115, 117 km, whatever. Puis, c'est la première fois que j'avais ça. Puis, le vidéaste qui me suivait, Crème, lui, genre, c'est un athlète incroyable. Lui, il va monter l'Everest bientôt. Il monte, tu sais, comme il fait un paquet d'affaires. Puis du coup, il était genre, c'était mon crew, genre, j'étais comme tout pété. Puis là, il prenait mon battery pack, il branchait ma montre, il branchait la lampe, les trucs, etc. Tu sais, comme tout allait bien, là, genre, j'étais l'impression d'être super choyé. Moi, j'ai jamais eu ça, là. Donc, je te dirais que ça a aidé pas mal. Mhm. OK, puis ça a été comment de courir avec un pacer, vu que c'était ta première expérience? Je te dirais que, crème, c'est passé vraiment vite. Mhm. Et c'est passé vraiment vite parce que là, tu sais, comme tu parles, puis en plus c'était Bromont, donc j'ai pas mal d'amis qui sont à Bromont, donc j'ai rencontré. Tu sais, il y a un moment, là, genre fucking 3 heures, genre après P7, là, il est comme 2h30 du matin, puis là on voit une lumière qui attend. Puis là, moi, je sais pas pourquoi, j'hallucine. Ben, j'avais pas d'hallucination, mais je pensais que c'était un garde de sécurité. Moi, j'ai comme peut-être quelqu'un de l'organisation, là, qui nous dit à peu près où est-ce qu'il faut qu'on aille, ou je sais pas, tu sais, whatever. Puis, puis finalement, pas avant tout, c'est un ami investisseur en immobilier qui m'attendait en plein milieu du chemin. Puis avec mon live tracking, il me disait, bah, je le pognais ici, là. Donc finalement, on était trois pendant une partie de la course. Puis on parlait de deal immobilier, on parlait d'un paquet d'agogos, etc. Puis, tu sais, comme, t'avances, t'avances, t'avances. Puis là, t'es comme, il part. Puis là, tu recours 1 heure. Puis là, le soleil se lève. Là, t'es comme, OK, nice. Genre, ça, c'est fucking nice. Là, genre, tu sais, il était 1 heure du matin quand j'ai rencontré le pacer, puis ça allait très très mal. Puis, genre, c'est comme si je réouvre les yeux, puis il est comme 6 heures ou 7 heures du matin, puis là, le soleil se lève. Puis là, je suis comme, ah, alléluia. C'est ça. Donc, ça faisait du bien. Puis le soleil, ça a-tu été le même gain d'énergie qu'Aricana? Ah, définitivement. Ouais, hein? Définitivement. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas, la nuit, c'est une, tu sais, souvent le jour, tu vois des gens, tu sais, puis il y a des gens qui sortent de leur maison, puis ils t'encouragent, puis tu sais, comme des enfants, des cyclistes, whatever, tu sais, genre, il y a de la vie, des trucs, etc. La nuit, c'est vraiment toi contre toi, là. T'es tellement seul Ouais, sur ouais, le ouais. truc que là, il faut vraiment que tu, comme, OK, let's go, là, genre. J'ai pas fait de nuit complète encore, mais de ce que j'ai fait puis de ce que j'ai expérimenté, c'est souvent là que les démons se présentent à soi-même, là. Ben, c'est là où il y a beaucoup plus, plus haut taux d'abandon, là. C'est, Mhm. puis encore une fois, si tu prends le dogme de rien n'est permanent, comme la Ouais. nuit, Mhm. tant que tu avances un pas après l'autre, euh, tu réussiras. Tu vas passer à travers, comme le bison, devant la Mhm. tempête. Tu vois ce que je veux dire? Puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, tough it up, tu sais, genre, suck it up, puis avance. Considère que, tu sais, des fois dans la vie, là, on a des moments qui sont difficiles, puis on toffe bien plus longtemps que ça, là. On toffe 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une situation qui est difficile. Ouais. Là, c'est une couple d'heures. Mhm. So, suck it up, puis continue, tu sais, je suis comme, c'est ça. C'est un Cool. peu ça. Puis ta course douleur musculaire, comment ça s'est passé pendant la course? Très bien, tu sais, puis ça, même la cheville, elle a comme vraiment bien tenu. Puis, tu sais, quand j'ai fini Bromo Ultra, j'étais presque un peu déçu. C'est un peu spécial, là. Mais je me disais, la première boucle, j'ai mis 12h30.
Je pensais la faire en 14 heures, mais j'avais 1 heure et demie d'avance, ou 14h30, j'avais quasiment 2 heures d'avance sur tout ce que j'avais prévu. Puis je me disais, hey, c'est peut-être possible que je le fasse en 27, 28 heures, puis c'est comme incroyable. Puis j'étais comme tellement excité. Puis la nuit, ça a comme tellement débarqué au niveau de la nutrition que j'avais vraiment plus de jus, là. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. C'est pas compliqué, j'ai pas mangé pendant 18 heures. OK, la deuxième boucle, j'ai fait 18 Ah heures, ouais. puis j'ai pas mangé pendant 18 heures. Oh my Donc, God. donc je peux dire que c'est vraiment tough. Puis je me disais, hey, si seulement j'avais réussi à me nourrir, ben, tu sais, j'aurais pu claquer 2, 3 heures de moins facile, là, genre, parce que je l'ai fait dans la première boucle. Mhm. Donc, je te dirais que le premier sentiment quand j'ai eu la ligne d'arrivée, c'était presque un peu de la déception. C'est un peu, tu sais, c'est un peu ingrat, là. Faut pas, Puis après 2, 3 jours, euh, je me suis dit, écoute, Denis, l'ultra trail, c'est un agrégat d'un paquet de paramètres. Puis, Mhm. tu aurais pu ne pas finir la course Ouais, parce ouais, que tu ouais. serais éclaté la cheville. Mhm. Tu sais, genre, la cheville, là, elle partait, c'était fini. Là. Il n'y avait pas de temps. Il y avait juste plus de course. C'était fini, DNF. OK? Euh, il aurait pu neiger, venter et faire des conditions terribles que là, mentalement, t'aurais brisé. Mais Mhm. finalement, c'était correct. T'aurais pu complètement lâcher musculairement parce que, crème, genre, tu sais, t'avais pas assez d'entraînement. C'était définitif, là. Genre, t'avais pas assez d'entraînement pour claquer 6 600 mètres de dénivelé, là. Et finalement, ça a vraiment bien été musculairement. J'ai jamais eu de crampes, j'ai jamais eu de problèmes musculaires. Ça a vraiment, vraiment bien été. Donc, tu sais, tu prends un ensemble de tous ces paramètres, puis il y en a genre 4 sur 5 qui ont super bien été, à part la nutrition. Donc, je te dirais que ça a été une bonne course. Ouais, puis surtout dans le contexte que tu étais blessé 3 mois avant, tu pouvais pas marcher, même 2 mois avant, tu pouvais à peine marcher, Deux je mois et pense. demi, ouais, c'est arrivé Ouais. début juillet, août, septembre, puis c'était mi-octobre, donc 2 mois et demi, ouais. Fait que, tu Deux, sais, attends, 3 mois dans, et demi. considérant toute cette équation-là, c'est un Ouais, méga accomplissement, là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, regardez le documentaire, vous irez voir ça. Ouais, ouais, puis je vais le mettre dans le lien descriptif du podcast, là. C'est vraiment, vraiment bon pour vrai. Mais c'est pas, il faut comprendre, là, genre, il y a plein il y a plein de mini-documentaires, de reportages, tu sais, qui se font, puis moi, je suis très conscient, je suis pas un athlète professionnel, puis ça me dérange pas, puis je m'en fous un petit peu. Moi, je fais ça pour être moi contre moi, mais je voulais pas que ce soit un récit de course. Tu sais, moi, c'est vraiment important que ça soit pas, ah, voici mon expérience du Bromo Ultra 160, puis tu sais, Ouais, pendant 45 minutes, tu vois juste comme toi qui te filmes puis qui te dis, hey, ça va bien, oh, ça va pas bien, oh, la trail est correcte, la trail est pas correcte. Tu sais, non, je voulais retranscrire beaucoup plus de leçons de vie ouais. qui s'appliquent dans toutes les sphères de ta vie plutôt que faire un récit de course comme, oh, voici mon expérience sur Arikana 125, tu sais. Ouais, 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 ouais. Non, ben moi, j'ai Puis, beaucoup aimé le storytelling en arrière de ça, puis, tu sais, le côté, on en a parlé un peu plus tôt de Goggins, un peu rock, et, tu sais, qui était véridique et authentique, là. ouais. Puis ça, je pense que les gens, ils s'en rappellent, puis c'est ça. Je pense que c'est un peu différent. Ouais, 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 ouais. Cool, super. Fait que est-ce que tu as des objectifs à venir pour 2026? Écoute, on m'a posé beaucoup la question, là. Puis tu sais, quand je disais all in, all out, moi, quand j'ai fini, j'ai fini le Bromo Ultra, là, 3 jours après, j'étais parti au Maroc, puis avec ma famille, etc. Puis je suis revenu, j'ai travaillé, puis je me suis pas entraîné pendant quasiment un mois, puis je courais juste comme 8 kilomètres dans la semaine, whatever. Puis j'ai repris l'entraînement, je te dirais un peu mi-décembre, début décembre, mi-décembre. Puis pendant longtemps, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas c'était quoi mes objectifs. Je me disais, est-ce que je veux faire plus long avec autant ou moins de D+, ou alors faire aussi long,
mais beaucoup plus de D+. Euh, J'étais attiré par deux, trois courses. Tu sais, par exemple, la Diagonale des Fous, c'était quelque chose qui m'excitait, qui m'attirait vraiment, mais c'est tellement loin qu'il faut comme que tu partes 3, 4 semaines. C'est genre 2 semaines pour t'acclimater, faire un peu de reconnaissance, etc. Puis une semaine après, tu sais, avec un enfant de 4 ans, c'est pas facile, et puis la famille et tout ça. Euh, donc, je te dirais que j'ai préparé mon année là. Euh, Chaque année, je reviens 3, 4 semaines en France pour voir mes parents. Donc, j'ai une course de 120 km qui est qualificative pour l'UTMB euh, en mai. Après, il y a de bonnes chances que je revienne au QMT 135 pour pas finir sur un échec, Prendre ta revanche un peu. pour prendre ma revanche. Ouais, ouais. Par contre, là, la semaine dernière, j'étais au Mont-Saint-Anne, puis j'ai monté la montagne à pied, là. Puis j'étais comme, OK, ça n'a pas rapport, là. Si tu penses que Lieutenant Dan, là, c'est quelque chose, là, accroche ta tuque, là. Parce que monter le Mont-Saint-Anne, c'est 600 mètres de D+, sur 2 kilomètres. Puis franchement, t'as envie de pleurer, Ah même ouais, quand ouais. t'es frais, 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 là. Puis là, C'est au j'imagine moins qu'après le le double. Mestachibo, Oh, excuse-moi, c'est au moins le double de Bromont. c'est ça. Et puis tu le fais après le Mestachibo, donc tu sais, comme t'es démoli. Bref. Ouais, ouais. Donc, je pense que ça va être un bon défi. Attends, j'avais été, c'est ça, Trail Haute-Provence, QMT 135, puis je pense que mon objectif, j'avais-tu un objectif? Ah oui, j'ai Borealis en août, la Mhm. première course UTMB à Tremblant, mais ça c'est un 80, mais je pense que ça va être très difficile quand même, parce que c'est comme très technique. Puis je te dirais que ma main, c'est la première fois que je fais une course en dehors du Québec, ben, à part la France, c'est Kodiak, je pense. C'est en Californie, c'est 160 km avec 4500 ou 5000 mètres de D+. Puis pareil, ça donne des stones pour l'UTMB. Donc, je te dirais que quand j'ai fait mon patron de course, mon patron de l'année, là, c'était un peu pour me dire, ah, ça se peut, tu sais, Diagonale des Fous, c'est loin, mais la France, c'est pas si loin. Puis j'ai de la famille, puis je peux arriver comme 10, 15 jours à l'avance, rester une semaine après. Puis si j'ai assez de stones, peut-être que en 2027, je pourrais m'inscrire à l'UTMB OK. 10 km. OK, Ouais. fait que l'UTMB, c'est vraiment sur ta bucket list. Je te dirais qu'au début, ça l'était pas, mais je pense que ça peut être une course mythique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui un jour feront l'UTMB, même si c'est populaire. Puis c'est un peu la mecque du ultra trail. Tu sais, c'est comme Ouais, ouais, ouais. même si c'est assez commercial comme événement, mais ça reste que c'est comme, je te dirais, les Jeux Olympiques, là, tu sais, genre, ouais, les Jeux Ouais, Olympiques, ouais. voilà. Ouais, boum. Voilà. Tu sais, tout le monde vit pour ça, tout le monde, tu sais, je sais pas, un peu OK. spécial. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà, on va pas le voler le punch, là. Je sais pas s'il y aura une vidéo en 2026, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, on va, on va faire, on va mettre tous les efforts de notre côté, la discipline de notre côté pour arriver à ces objectifs-là. Super. Puis sinon, est-ce que là, tu as parlé de la diagonale, potentiellement un jour, mais l'UTMB, est-ce qu'il y a d'autres courses qui sont sur ta bucket list? Comme course mythique, je te dirais, ben écoute, tu sais, je pense que commencer à faire des courses un peu aux États-Unis, je pense que ça peut être quelque chose de cool parce que c'est pas si loin. Tu sais, ça demande pas de prendre 3 semaines de vacances pour aller là-bas, là. Tu peux arriver 4, 5 jours avant, repartir 2 jours après, puis t'es correct, là. Ouais, ouais. Euh, Puis je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être sympas. C'est moins technique des fois. Puis je pense que tu peux avoir aussi peut-être qu'après l'UTMB, là, ben, voir là, 2027, là, est-ce que je regarderais les grosses courses du style Triple Crown, tu sais, genre Arizona, tu sais, Arizona, Bigfoot, puis Moab. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Tu sais, comme toutes les courses un petit peu qui te sortent de ta zone de confort, mais après, il faut être assez consistant. Tu sais, si euh, tu fais des courses bien techniques, c'est pas pour te préparer au Badwater 135. Tu sais. C'est comme ça fait pas de sens. Genre, tu te prépares au Badwater 135 en faisant vraiment un gros heat training
sur des sentiers peu techniques, parce que la réalité, c'est pas ça le défi, là. Mhm. Donc, il faut juste que tu alignes un petit peu, là, si ta A, c'est une course qui est très, tu sais, c'est quoi le défi de cette course-là? Bon, ben, c'est une course, je sais pas, n'importe quoi, la chaleur, euh, le, je sais pas, la durée ou quoi que ce soit, ben, tu sais, ou l'altitude, ben, entraîne-toi, tu sais, essaye que tes courses intermédiaires sur ça. Donc, je te dirais que, je sais pas, j'aimerais avoir quelques petites, tu sais, des petites glimpses, un peu comme des souvenirs, là, comme un tableau où tu aurais plusieurs souvenirs, puis tu sais, aurais le Bromont Ultra, puis tu aurais l'UTMB, puis tu aurais Arizona Monster, tu aurais, je sais pas, genre Western State, puis c'est ça, c'est comme une image où tu verrais plein de petites médailles, puis là, tu te dis, OK, c'est bon, je suis content. OK, OK, super. Puis, au niveau d'entrepreneuriat ou investissement, est-ce que tu as des challenges qui t'attendent aussi? Ah, écoute, ça, il y a toujours des challenges. Tu sais, les challenges, tu les pognes quand tu sors de ta zone de confort. Puis moi, je sors de ma zone de confort every fucking day, là. Donc, je Ouais, te ouais, ouais. dirais que c'est des transactions de toujours plus en plus grandes, avec beaucoup plus de défis. Le marché change. Il y a comme toujours, faut toujours s'adapter. Donc, je te dirais, il y a des défis dans tout ce que tu fais. Tu peux avoir des défis dans ta vie familiale. Tu peux avoir des défis dans l'entrepreneuriat. Tu peux avoir des défis dans plein de choses. Je pense que aujourd'hui, on a vraiment comme des opportunités exceptionnelles avec l'intelligence artificielle, avec un paquet d'affaires qui permet de faire des choses, tu sais, que ça prenait. Avant, il te fallait quasiment une start-up pour réussir à faire ça, ou alors il fallait que tu dépenses tellement d'argent, de consultation, de consultants, de monteurs, de vidéos, de paquets de choses, que maintenant c'est tellement accessible. Mais tu sais, moi je dis toujours, là, knowledge is not power. Tu sais, knowledge plus action is power. Puis c'est pas parce que tu as accès à des outils qui te rendent la vie plus facile que si tu fais rien, ben, que tu vas réussir. Donc ça prendra toujours de l'action de vous pour vous dépasser, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le trail, là. C'est pas en Mhm. ayant les meilleurs gels, là. Si tu prends les gels en regardant la télé, ça change en rien. Ah ouais, c'est clair. Puis moi, il y a une phrase que j'aimerais ça terminer là-dessus. Il y a une citation que tu as dit dans ton documentaire que j'ai adoré, là. Ton Ouais. mindset, que soit que tu es en stratégie ou soit que tu es en mode tragédie. Ça, je Ça, trouve c'est ça. quelque chose, c'est quelque chose, peut-être, c'est bien de finir là-dessus parce que je suis peut-être, comment expliquer? Je pense que je pense que c'est c'est pas une situation en elle-même qui va être problématique. Je te donne un exemple. On joue à un jeu de Monopoly, puis il y a GF qui est en train de, j'ai n'importe quoi, tu joues, tu es en train de gagner, moi je suis en train de perdre, puis là il y a ma petite fille qui arrive, qui rentre dans la pièce, puis qui renverse tout le board. OK? C'est la même situation. La situation, c'est le board, il est renversé. Toi, tu vas être en cycle, tu vas vraiment être en crise, puis tu vas être comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, je vais être comme, ah, de toute façon, je voulais arrêter, puis ma fille, elle est morte de rire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la même situation, mais tout le monde réagit différemment. Donc, la réalité, c'est que c'est jamais la situation, c'est comment toi tu réagis qui fait que tu vis bien ou tu vis pas bien la situation. Donc, Mhm. l'idée, quand tu dis que tu es en mode stratégie ou en mode tragédie, c'est que si tu peux faire quelque chose, imaginons, tu cours, tu sais, t'as faim, je dis n'importe quoi, t'as soif, etc. Ben, est-ce que tu peux t'arrêter, ouvrir ton GPS, trouver un IGA, puis acheter une bouteille d'eau? Oui? OK. Bon, ben, mets-toi en mode stratégie, trouve une solution, trouve le IGA, achète-toi quelque chose, puis bois de l'eau. OK? Ou alors, les gens qui sont en mode tragédie, c'est que, j'ai soif, ben là, je peux rien faire. Puis là, si je finis pas mon entraînement, c'est de la faute que j'avais soif. Puis, crime, il n'y a pas d'eau. Puis, si j'avais un filtre à bouteille à eau, ben, je, je l'aurais fait. Puis, tu sais, comme, j'ai pas de filtre à bouteille à eau, mais là, ça coûte tellement cher. Puis, ça, c'est stratégie, tu sais. Genre, t'essayes pas de résoudre le problème. T'es juste en mode, t'es juste en mode tragédie. T'es tragédie, tragédie, tragédie. Puis la réalité, c'est que ça ne sert à rien d'être en mode tragédie. Mhm. Moi, c'est très, très simple.
il y a une situation qui m'arrive à moi. Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que je peux pas faire quelque chose? Exemple, il pleut. Je peux faire quelque chose? Non. Let it go. Ça sert à rien. Ça sert à rien de pleurer sur la pluie ou de plaindre sur la pluie. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout. Donc tu let it go, puis suck it up. OK? Puis si tu peux faire quelque chose, ben fais quelque chose. Puis si tu fais pas quelque chose, ben te mets pas en mode tragédie. OK? Mhm. Si la situation elle est actionnable, genre t'as plus d'eau, ben trouve une façon d'avoir de l'eau. Parce que crime, t'es au Québec, t'es dans un marché. T'es comme. C'est quand même. T'es pas dans la pampa, là. T'es pas en plein milieu du désert, là. Mhm. T'as des options, là, OK? Donc, voilà, c'est un petit peu ça la définition du mode stratégie-tragédie. Donc, Ouais, non, mais je trouve ça tellement intéressant parce que t'en parlais dans le documentaire, puis c'est ça aussi, comme tu disais plus tôt, faut tout le temps que tu t'adaptes parce que chaque heure, chaque 10 minutes est différent, là. exact, exact. Donc, prenez rien pour acquis, mettez-vous en mode stratégie, puis appliquez la connaissance que vous avez peut-être eu, ben, sûrement eu dans ce podcast-là. Puis si vous ne l'appliquez pas, ben, elle ne vous servira à rien. Donc, moi, je dis toujours un truc, Jeff. Si tu veux pas avoir fait perdre le temps ni à JF, ni à Denis, ni à toi, qui a écouté pendant 1 heure et demie le podcast, prends le temps, puis j'imagine qu'on en a passé quand même des golden nuggets, là. On s'entend, là. C'est Hein? Il y a clair. une couple de types qu'on a mis là-dedans, là. Un truc que tu as retenu, là, pas 50 là. OK? Un seul des 50 trucs que tu as retenu, puis mets-le en commentaire de là où tu écoutes. Si c'est Spotify, si c'est Apple Podcast, whatever, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Un truc, je te demande pas 50 choses. Un truc que tu as retenu et que tu vas appliquer la semaine prochaine. Ouais, super ça. Ça, c'est mon défi, là. Sinon, tu as fait perdre ton temps à tout le monde. Mhm. Je parle de toi, l'auditeur, pas de JF. Mais Super, hey, merci beaucoup à toi, Denis, puis ben, bonne continuité dans l'Ultra Trail, puis j'espère de voir d'autres documentaires dans le futur, là. Avec plaisir, Jeff. Puis merci encore pour l'invitation et puis pour cette première shot. J'espère que tout le monde a pris vent de la valeur. Yes, super, merci beaucoup à toi, puis bonne continuité. Let's go!